Bienvenue à notre magnifique famille. Alors ce soir, nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gwenoline, bonsoir tout le monde. Alors donc on est sur la deuxième partie du thème Nos choix ont-ils des conséquences importantes sur notre réalité? Alors bien sûr, il y a des parties de diaporama, on va vous laisser lire parce que c'est un petit peu chaud ce que Jean-Pierre veut nous partager ce soir. Donc toi Jean-Pierre, tu es le créateur de la libération du cœur péricarde holographique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, libération holographique du cœur péricarde, c'est l'objet de toute la conférence. Donc il va me falloir 1 heure pour expliquer ça, mais en gros, qu'est-ce que je pourrais dire Tu apportes du mieux-être aux cellules qui s'épanouissent et ce qui fait qu'en général, on est mieux. Oui, en fait, ce que j'essaye, c'est de montrer un peu le mode d'emploi pour arriver au bien-être et à la santé. Donc c'est très vaste comme sujet, mais donc ça correspond à des bases scientifiques qui sont très précises en fait. Voilà. Ok, ben on va découvrir ça lors de la conférence et puis et autre chose. Bien. Alors c'est parti. C'est parti. Donc, la dernière fois, on avait vu la première partie, et cette première partie, eh bien, donc, on voyait que le choix matériel, on avait le choix entre un choix matérialiste et un choix quantique. On a exploré ce que ça donnait, un choix matérialiste, et donc, on s'est rendu compte que ça nous amenait vers une perte de liberté, voire la mort, et que c'était peut-être pas très souhaitable. Et donc, évidemment, quand on voit qu'un choix n'est pas correct et qui nous emmène droit contre le mur, eh bien, donc, c'est ce qu'on appelle une crise. C'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire. Et Jung disait que les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateur pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Voilà, alors c'est peut-être ce que nous allons faire ce soir, du coup. Voilà. Et donc, effectivement, tout reposait sur une théorie matérialiste. Et donc, c'est à partir de cette théorie matérialiste qu'on a vu des conséquences en chaîne qui arrivaient au grand reset. Donc, il faut savoir que, évidemment, il y a de nombreux scientifiques qui remettent en question cette théorie matérialiste, et notamment la physique quantique. Alors donc, ça va être l'objet de notre soirée. Si on choisissait une vision quantique de la réalité et de notre identité, et que ça pourrait nous amener au grand réveil, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà. Donc, effectivement, nous sommes devant un choix, et c'est un choix d'évolution, un choix évolutif, et je vous laisse voir les deux possibilités. Donc, le grand réveil, c'est en haut, hein, et le grand reset, c'est en bas. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Le grand reset ou le grand réveil? Eh bien, c'est vrai que la réalité, il y a une autre compréhension qu'une compréhension matérialiste de la réalité. Nikola Tesla en a déjà parlé, il nous disait, si vous trouvez les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Alors, pour expliquer à quoi nous amène un choix quantique, j'ai trouvé intéressant de vous expliquer mon choix quantique et en quoi ce choix quantique a été à l'origine de la création d'une méthode de bien-être quantique que j'appelle la libération holographique du cœur péricarde. Et donc, c'est à travers cette recherche qui m'a permis de faire des choix et que j'ai créé cette méthode. Et donc, ça peut vous aider aussi en termes de choix. Et donc, qu'est-ce que c'est que la libération holographique du cœur péricarde? C'est une méthode qui va faciliter le retour au bien-être et à la santé. Et cette méthode, elle est inspirée donc par l'ostéopathie, l'acupuncture, les nouvelles sciences, et notamment la science physique, l'épigénétique et la biophotonique. Alors maintenant, d'où vient l'efficacité de cette méthode? Eh bien, d'une compréhension quantique de la réalité de notre identité. Pourquoi est-ce que j'ai fait un choix quantique? Vous allez tout à fait comprendre tout au long de la conférence. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça donne accès à un mode d'emploi pertinent et efficace pour retrouver le bien-être et la santé. Alors donc, qu'est-ce que c'est que la réalité? Évidemment, si on fait un choix
matérialiste, eh bien pour la physique officielle matérialiste, la réalité est uniquement ce qui est visible, c'est-à-dire la matière. Ce qui est invisible pour cette science n'existe pas. Or, pour la physique quantique, qui est dite spirituelle, la grande nouveauté, c'est que effectivement, la réalité, c'est ce qui est visible, c'est-à-dire la matière, mais c'est également ce qui est invisible, c'est-à-dire le champ, l'âme et l'information. Alors pourquoi c'est important? Bien parce que ça va, en fonction de cette croyance par rapport à la réalité, eh bien, on va avoir une identité qui va changer. Et donc, ça va nous entraîner dans une logique. Et vous allez voir qu'il y a du côté matérialiste, eh bien, la physique matérialiste croit parce qu'on a prouvé le compte que sur 5 principes, il y en avait au moins 2 qui n'étaient pas justes. Donc, c'est devenu un système de croyance, c'est-à-dire une religion. Et donc elle croit dans l'espace local et au temps linéaire. Et donc, elle croit donc en la séparation, en l'existence d'ennemis. Elle justifie toutes les guerres et elle sert la mort. Ça, c'est un résumé très rapide de ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors que la physique quantique, elle prouve par les 5 principes, notamment l'intemporalité, la non-localité, c'est-à-dire l'intrication quantique, ou si on préfère l'unité, nous sommes tous un et nous ne sommes pas séparés. Et de ce fait, elle prône une logique de paix, de solidarité, d'amour, d'évolution et sert la vie. Donc voilà en gros les 2 orientations possibles. Alors, ça nous amène à une notion d'identité. La physique matérialiste croit que nous ne sommes que le corps physique, c'est-à-dire l'ego, que notre corps est séparé des autres corps, qu'aucune interaction à distance entre 2 corps physiques n'est possible, et donc la seule possibilité de changer le corps, c'est une action matérielle et locale. Voilà un petit peu ce qui va entraîner donc une médecine matérialiste, bien entendu. Or, du côté quantique, eh bien, ça change tout parce que la physique quantique nous apprend que nous sommes la conscience, c'est-à-dire le champ du vide quantique, qui est immatériel, invisible, mais bien réel, et qu'on appelle également le champ de conscience ou champ d'information. On l'appelle aussi l'âme. Eh bien, ce champ du vide quantique est en interaction avec des cellules, donc c'est-à-dire ce qui est visible et notre corps matériel. Alors, l'interaction entre le champ et la cellule se fait par l'intermédiaire de l'information. Et il y a une chose qui est très importante de savoir, c'est que l'eau qui est à l'intérieur des cellules est l'interface entre le vide quantique et la cellule. C'est l'eau intracellulaire qui reçoit l'information du vide quantique et qui la transmet à la cellule. Donc, si vous avez bien compris cette manière de voir la réalité, notre identité, tout se passe exactement comme si nos cellules étaient télécommandées par le champ du vide. Et bien entendu, si elles sont dans les conditions optimales, parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ça nous amène à une définition de la santé. Bon, qu'est-ce que c'est que la santé pour version quantique? Alors, on avait vu que la version matérialiste disait que la santé, c'était l'absence de pathologie, et que le bien-être, c'était quand on avait des endorphines dans le sang. Or, là, avec cette nouvelle manière de voir les choses, cette vision quantique, eh bien, l'épigénétique nous dit que nos cellules sont la clé de notre bien-être et de notre santé, et que nos cellules sont parfaites. Donc, elle dit également autre chose, c'est que ce qui agit vraiment sur les cellules, ce qui a vraiment un impact, soit en positif, soit en négatif, c'est l'information. C'est ce qu'on appelle la primauté du signal. Et donc, la conclusion, c'est que la santé, vue du côté de l'épigénétique et quantique, eh bien, ce sont des cellules parfaites qui sont parfaitement connectées, donc pilotées par le champ, et de ce fait fonctionnent parfaitement bien. En gros, si nos cellules sont parfaites, on a une voiture parfaite. Si notre voiture est parfaitement pilotée, il y a un chauffeur, super chauffeur qui est dans la voiture et qui conduit parfaitement, et donc tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un moment donné où le chauffeur va sortir de la voiture et la voiture va finir dans les décors. C'est un petit peu le problème, et c'est ce problème-là qui va donner toutes les pathologies et le mal-être que nous connaissons. Alors, le bien-être, évidemment, c'est également la conséquence de cette connexion, c'est quand les cellules sont bien connectées au champ, et donc ça nous permet de sentir ce champ.
Or, d'autres personnes appellent ce champ l'âme, les mystiques, et donc cette âme, elle est l'amour, la paix et la joie. Donc on se doute bien que si on est connecté à notre âme, on sent notre âme, et donc nous sentons l'amour, la paix et la joie que nous sommes, ce qui est très agréable. Et c'est ce que j'ai décidé d'appeler le bien-être. Alors maintenant, pourquoi, comment se fait-il, et quels sont les problèmes qu'on peut avoir alors qu'on a des cellules parfaites? Eh bien, même avec des cellules parfaites, on peut se retrouver avec des pathologies, c'est-à-dire des douleurs, des tensions, la fatigue, ce qu'on appelle un burn-out, et de nombreuses autres pathologies. Et aussi, on peut se sentir très mal, c'est-à-dire perte de confiance en soi et en l'autre, perte de joie de vivre, tourment, peur, isolement, manque et dépendance. Tout ça, évidemment, c'est fort désagréable. Et donc, on peut se poser la question, mais quelle est la solution à ces problèmes? Eh bien, c'est la personne qui m'a le plus inspiré pour orienter mes recherches, c'est Hippocrate, tout simplement. Hein, vous connaissez le serment d'Hippocrate, qui en principe intéresse toute la médecine, en tous les cas une médecine évoluée. Et donc, Hippocrate nous dit, pour être un bon médecin, cherche la cause du mal et traite-la. Pour être un meilleur médecin, cherche la cause de la cause et traite-la. Mais pour être un authentique thérapeute, cherche la cause de la cause de la cause et traite-la. Eh bien, j'ai suivi les conseils d'Hippocrate et c'est ce qui m'a amené à faire toute une recherche et notamment à rechercher les causes de tous nos problèmes. Comment se fait-il, vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'avec des cellules parfaites, eh bien, ces cellules puissent dysfonctionner alors qu'elles soient parfaites? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont déconnectées du champ, c'est-à-dire le chauffeur est sorti de la voiture. Hein, et donc, ces cellules ne sont plus pilotées par le champ. Voilà, donc le gros problème. Et donc, évidemment, si on cherche la cause de la cause, c'est pourquoi cette déconnexion cellulaire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le chauffeur sorte de la voiture et que la voiture ne soit plus pilotée? Eh bien, la réponse, c'est simplement les hormones de stress. Donc, il faut savoir que plus nous sommes stressés, plus nous sécrétons des hormones de stress dans le sang, qui passent dans le sang et qui arrivent aux cellules. Or, quand les hormones de stress arrivent aux cellules, eh bien, plus il y a d'hormones de stress, plus le volume cellulaire diminue, et donc plus la cellule perd son eau intracellulaire, et plus elle perd de l'information. Rappelez-vous que l'eau, c'est ce qui permet le passage de l'information entre le vide quantique et la cellule. Donc, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de transmission de l'information entre le vide quantique et la cellule. Et donc, plus elle se déconnecte du champ de conscience, moins l'information passe entre elle et le champ, et moins elles sont pilotées par ce dernier, et moins elles fonctionnent correctement. Évidemment, une cellule qui n'a plus de chauffeur dysfonctionne complètement, et ça donne toutes les pathologies qu'on connaît. Mais il faut savoir que la pathologie n'est qu'une perte de santé qui est due à la perte du chauffeur, rien d'autre. Alors évidemment, l'impact des cellules, des hormones de stress sur les cellules, on voit sur ce schéma, à gauche, une cellule qui est en bonne santé. Alors, je vais peut-être mettre l'image pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, donc, à gauche, une cellule qui est en bonne santé. On rajoute quelques gouttes d'hormones de stress et vous voyez que la cellule diminue de volume et que la membrane cellulaire s'épaissit. Il n'y a plus ces petits trous dans les membranes cellulaires qui permettaient le passage entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Alors évidemment, cette cellule qui est ouverte là, elle est connectée avec le champ et celle-ci, elle est complètement isolée du champ. Elle ne reçoit plus l'information du champ, elle est déconnectée. Et donc, vous remarquerez qu'elle a diminué de volume. Et si vous avez plusieurs cellules qui sont contentes comme au-dessus, 6 cellules contentes, ça donne un tissu qui est long. Alors que ces 6 mêmes cellules qui sont stressées, ça donne un tissu qui est très court. Voilà un petit peu pour comprendre l'origine de nos problèmes. Et donc, ces hormones de stress vont avoir comme impact l'arrêt du système immunitaire. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça va arrêter notre croissance, c'est-à-dire que même quand on est adulte, on doit continuer de croître parce que nous avons des milliers de cellules qui meurent tous les jours. Et si ces milliers de cellules qui meurent ne sont pas remplacées par des milliers de cellules toutes neuves que nous fabriquons, eh bien, nous allons vieillir et nous allons mourir. Donc, pour assurer une maintenance, une constante, eh bien, nous devons croître, c'est-à-dire
apporter des cellules neuves tous les jours pour nous maintenir en pleine forme. Ensuite, il faut savoir que les hormones de stress provoquent une vasoconstriction du cerveau avant, c'est-à-dire des lobes frontaux et préfrontaux. C'est ce qui nous sert à être intelligents. Donc, ce qui veut dire que quand nous sommes stressés, nous devenons bêtes, puisque nous n'utilisons plus que le cerveau arrière, c'est-à-dire le cerveau du conditionnement et des automatismes. Donc, en plus, il faut savoir que les hormones de stress, comme je l'ai expliqué, déconnectent nos cellules et que ça va donner donc des physiopathologies. Quand une cellule du foie ne fonctionne plus correctement parce qu'elle n'est plus pilotée par le champ, elle ne remplit plus son rôle de cellule du foie. Et du coup, le foie dysfonctionne. Même chose pour tous les organes. Hein. Maintenant, une cellule déconnectée, eh bien, il y a une perte du bien-être, tout simplement parce que le bien-être, c'est la connexion avec le champ et avec l'âme, et c'est sentir et être proche de son âme. Eh bien, quand nous sommes déconnectés, nous nous éloignons de notre âme et nous ne sentons plus notre âme. Enfin, les cellules, lorsque les hormones de stress arrivent, les volumes des cellules diminuent, ce qui entraîne la rétraction, c'est-à-dire le raccourcissement des tissus, et donc ça va provoquer des contraintes mécaniques qui vont être à l'origine de maladies d'origine mécanique. Voilà, donc quelques exemples de rétraction de tissus que j'avais donnés dans d'autres conférences, mais que je vais survoler. Ici, l'enveloppe du cœur qui est le péricarde. Quand il y a des hormones de stress, le péricarde se rétracte et donc ça comprime le cœur. Le cœur frotte contre le péricarde et donc ça va créer une inflammation, c'est-à-dire du liquide inflammatoire, qui va donc donner une douleur importante au niveau du cœur qu'on appelle une péricardite. Hein. Et donc, en ce moment, il y a pas mal de péricardites. Voilà un exemple de pathologie due aux hormones de stress qui amène une rétraction des tissus. Et là, on a ouvert ici le péricarde, on l'a coupé pour vous montrer qu'il s'attache ici. Alors, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez que le péricarde s'attache ici sur l'aorte ascendante, là. Et quand il se rétracte, il tire sur l'artère aorte ascendante. Or, dans l'artère aorte ascendante, il existe des baromécanorécepteurs qui règlent la pression artérielle et le rythme du cœur. Ce qui fait que quand vous êtes stressé, que le péricarde se rétracte et stimule ces baromécanorécepteurs, on se retrouve avec des troubles de rythme cardiaque et de l'hypertension. Ici, bon, je vais passer ça. Il faut savoir ici que les hormones de stress provoquent des vasoconstrictions. Et vous voyez, les deux tuyaux qui vont vers le haut amènent le sang au cerveau. Hein. Ici, vous avez l'artère vertébrale et ici, vous avez l'artère carotide. Donc, dès que vous êtes stressé, il y a une vasoconstriction et donc le sang n'arrive plus au cerveau. Les cellules du cerveau souffrent et ça peut créer des maladies neurologiques centrales. Eh bien, ici, encore une autre possibilité de rétraction des tissus. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. C'est-à-dire que ici, vous avez le bois de l'arc et ici, vous avez la corde de l'arc. Eh bien, quand ça se rétracte, ça arrondit le dos, ça met les vertèbres de travers, ça crée des lésions ostéopathiques, mais ça tire également sur les os du crâne et notamment, ça met les os du crâne de travers, vous vous retrouvez avec des migraines. Et vous voyez la petite boule jaune qui est dans l'os du milieu du crâne, ce qu'on appelle le sphénoïde, eh bien c'est l'hypophyse. Et au-dessus, vous avez l'hypothalamus, c'est-à-dire le chef d'orchestre de tout système hormonal. Ce qui fait que simplement une rétraction tissulaire peut bloquer tout le système hormonal. Voilà, en voyant de plus près ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'était juste quelques exemples pour vous aider à voir les conséquences mécaniques d'une sécrétion d'hormones. Voilà. Et donc, je vous laisse lire la liste de toutes les pathologies que peuvent entraîner les hormones de stress. Et s'il y a des personnes qui ont la totale, hein, qui ont toute la liste, et on appelle ça à ce moment-là un burn-out. Voilà. Donc, en ce qui concerne le mal-être, j'ai déjà expliqué. Et maintenant,
évidemment, quand on a constaté évidemment les conséquences des hormones de stress, on peut se poser la question, mais c'est quoi la cause de la sécrétion des hormones de stress dans notre sang? Et la réponse, c'est notre environnement. Et pourquoi? Parce que notre environnement est devenu stressant. C'est 24 heures par jour et 365 jours par an. Et donc, ce qui entraîne une sécrétion continuelle d'hormones de stress. Et c'est pour ça qu'on a tellement de burn-out ces temps-ci. Bien, alors, ok, donc, mais alors pourquoi notre environnement est-il devenu stressant? Eh bien, à cause de l'involution. Alors, on va voir plus loin ce que c'est que l'involution. Pour comprendre ce que c'est que l'involution, il faut revenir à notre identité. Et dès qu'on comprend mieux ce que c'est que notre identité, on va comprendre ce que c'est que l'involution et pourquoi, à cause de l'involution, nous créons un environnement stressant. Et donc, une fois qu'on saura ce que c'est que d'involuer et qu'on aura compris que nous avons intérêt à évoluer, eh bien, nous comprendrons que nous avons également intérêt à avoir une médecine évoluée, c'est-à-dire qui correspond aux critères de l'évolution. Parce que c'est la seule qui va pouvoir nous aider à trouver le mode d'emploi efficace pour retrouver le bien-être et la santé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une médecine évoluée? C'est une médecine qui tient compte de la réalité, de notre véritable identité, et pour cela, qui se réfère à la physique quantique. Donc, non seulement elle se réfère à la physique quantique qui repose sur 5 principes qui sont prouvés, mais en plus, elle cherche une solution pertinente pour nous guérir, c'est-à-dire pour faciliter le retour à la norme. Et notre norme à nous, c'est quoi? C'est le bien-être et la santé. Et vous verrez qu'une médecine évoluée n'a pas les mêmes buts. Alors donc, pour mieux comprendre ce que c'est qu'une médecine évoluée, ce que c'est que l'évolution, eh bien, il faut approfondir un petit peu la question de notre identité. Qui sommes-nous vraiment? Eh bien, la physique quantique nous apprend que nous sommes la conscience. Et qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est l'association, c'est l'interaction entre un champ de conscience et le corps grâce à l'eau qui est dans notre cellule. Et donc, cette conscience, elle a 3 particularités. D'une part, elle est créatrice, d'autre part, elle est une, et troisièmement, elle est en devenir. Eh bien, ces 3 particularités vont avoir des conséquences énormes sur une médecine dite évoluée. On va commencer donc par qu'est-ce que c'est qu'une conscience en devenir? Parce que cette notion de devenir va avec une notion d'évolution et d'involution. On peut évoluer ou involuer. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer et involuer? Eh bien, on évolue vers une illusion matérialiste quand nous avons une vision de la réalité matérialiste, c'est-à-dire nous ne croyons qu'à ce qui est visible, qu'à la matière, qui est séparée, et donc nous sommes dans la dualité. À ce moment-là, notre ego, notre identité, c'est l'ego. Nous ne sommes que le corps de matière séparé des autres corps de matière. C'est ça qu'on appelle involuer, et c'est ça qu'on appelle une illusion. Et puis l'évolution, c'est au contraire, quand on va aller vers une compréhension quantique, épigénétique de la réalité de notre identité. Donc c'est quand on va comprendre qu'il y a le visible plus l'invisible, que nous sommes dans l'unité et la non-dualité. Et donc notre identité, c'est la conscience une, la conscience créatrice, et on va regarder de plus près ce que c'est qu'une conscience une et une conscience créatrice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conscience créatrice? Eh bien, pour cela, il faut se référer aux expériences de la double fente que j'ai déjà décrites dans d'autres conférences. Et donc, simplement, le constat de la physique quantique, c'est que la simple observation d'une onde potentielle, c'est-à-dire d'une information, va entraîner un effondrement de la fonction d'onde et créer une réalité matérielle conforme à cette information. Et c'est important parce que nous créons à partir d'une information. C'est ce qu'on appelle l'effet observateur. Alors, évidemment, ce qui est très important de comprendre, c'est que si on observe une information positive, on va créer une réalité matérielle positive. Et inversement, si l'information est négative, on va créer une information négative. Et ça, c'est quand même assez important de comprendre ça. Le physicien Fred Wolf nous dit que l'observation n'est rien d'autre qu'une action qui oblige à faire un choix.
Donc, c'est l'effet observateur, et cet effet observateur est un attribut de la conscience. Et il se produit d'une manière consciente ou inconsciente. C'est important de comprendre ça parce que ça veut dire que d'une manière inconsciente, très souvent, nous créons une réalité négative à notre insu. D'où l'intérêt de savoir que l'effet observateur existe et de connaître le mode d'emploi. Hein. Et donc, si on a compris que nous créons notre réalité matérielle, eh bien, qu'est-ce que donne une médecine qui a compris ça et qu'est-ce que donne une médecine qui n'a pas compris l'effet observateur? Eh bien, si une médecine n'a pas compris que nous sommes créateurs et donc l'effet observateur, c'est ce que j'appelle une médecine involuée. Et elle ne tient pas compte de l'effet observateur et que cet effet observateur peut créer des problèmes et même nourrir les problèmes à notre insu. Et donc, cette médecine va faire un diagnostic. Donc, elle va diagnostiquer une pathologie. Et donc, si je vous dis à vous que vous avez telle maladie, même si vous ne l'avez pas, si vous me croyez, vous allez être capable, à partir de l'effet observateur, de créer cette maladie de toutes pièces. Donc, voilà une manière possible de créer un problème. Et en plus, si on se met à lutter contre quelque chose qu'on ne veut pas, eh bien, on va le faire grossir au lieu de le diminuer. Donc voilà en quoi une ignorance de l'effet observateur peut avoir un impact sur la médecine. Et donc, je vous laisse lire les autres possibilités que peut offrir une médecine involuée. Je préfère que vous le lisiez. Alors ça, peut-être qu'il faut que je mette l'écran. Oui, peut-être un peu plus grand. On vous fait lire parfois des paragraphes parce que c'est indélicat sur YouTube de certains mots. Voilà, vous aurez compris pourquoi. Alors maintenant, on va pouvoir parler, on va parler de médecine évoluée. Et donc, évidemment que la médecine évoluée va s'intéresser à l'effet observateur et à son mode d'emploi. Dans quel but? Dans le but d'arrêter de créer du négatif. Hein. Et donc, je vous laisse lire le texte qui correspond à ça. Et également pour créer du positif, c'est-à-dire qu'elle va se servir de l'effet observateur et de l'information pour faciliter la guérison, c'est-à-dire le retour au bien-être et à la santé, qui est notre état naturel. Voilà pour ce qui est de l'involution et de l'évolution. Voilà pour ce qui est de l'effet observateur, c'est-à-dire de la conscience créatrice. Voyons en quoi ça interfère sur la médecine. Et maintenant, n'oublions pas que notre conscience, non seulement elle est en devenir, non seulement elle est créatrice, mais qu'elle est également une et indivisible. Et donc ça, c'est l'expérience, toutes les expériences sur les états intriqués de Alain Aspect, qui en 1982 a prouvé ce qu'on appelle l'intrication quantique, à savoir que la vérité, c'est que l'univers est enchevêtré dans une toile de lien invisible entre particules qui sont de ce fait indivisibles. L'univers est un comme nous sommes tous un, comme le disent les sages depuis des milliers d'années. Et donc, si nous sommes tous un, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre nos corps. Nous ne sommes qu'un être vivant et on ne peut pas séparer les différentes parties que sont tous les corps. Et à ce moment-là, si vous êtes une partie de moi, si je suis une partie de vous, eh bien, en aucun cas, je ne peux être votre ennemi, en aucun cas, vous ne pouvez être mon ennemi, et donc aucune guerre n'est justifiée. Et donc, par rapport à une vision matérialiste, qui est une vision de séparation, eh bien, si vous voulez, la sensation d'être séparés les uns des autres et de tout ce qui nous entoure n'est qu'une illusion qui justifie toutes les guerres et c'est à la mort. Voilà, donc, on est bien content d'avoir des preuves que la vérité, c'est l'intrication quantique et que ça doit déboucher sur, en principe, l'unité et l'amour. Et voilà, donc voilà pourquoi nous sommes en train de changer de paradigme. Alors, évidemment, si nous sommes tous un, il n'y a pas de division, c'est ce qu'on appelle la non-dualité. Eh bien, donc, ça nous ramène à essayer de comprendre ce que c'est que la non-dualité. Et donc, Ama disait que l'obscurité n'est pas quelque chose qui peut être enlevé physiquement, mais quand nous laissons entrer la lumière, l'ombre cesse automatiquement d'exister. Tout ça pour dire, est-ce que l'ombre existe vraiment ou est-ce que l'ombre n'est que l'absence de lumière?
Et donc, cette manière de comprendre la non-dualité va évidemment interférer sur la médecine. Alors, quand on est dans une médecine qui est dans la dualité, qui est involuée et qui ne comprend pas ce que c'est que la non-dualité, eh bien donc il faut savoir que dans la vérité, à l'origine, l'ombre n'existait pas et ce n'était qu'une diminution de la lumière. On ne pouvait donc pas retirer l'ombre ni lutter contre elle puisqu'elle n'existait pas. Mais si un jour quelqu'un baptise cette diminution de lumière, la baptise ombre, par le simple effet observateur, il crée l'ombre. En réalité, pour faire disparaître l'ombre, il suffisait simplement de rajouter un peu de lumière et donc non pas de vouloir supprimer l'ombre, et c'est-à-dire de faire la guerre contre l'ombre. Eh bien, c'est la même chose en termes de médecine. À l'origine, les pathologies, le mal-être n'existent pas. Ce n'est qu'une absence de santé et de bien-être, c'est-à-dire une absence de connexion avec le champ. Donc, on ne peut pas retirer physiquement et enlever une pathologie ou un mal-être, ni se battre contre. Si un jour nous baptisons cette diminution de santé pathologie, par l'effet observateur, nous créons cette pathologie. Or, pour la faire disparaître, cette pathologie, il suffit simplement de rajouter un peu de lumière, c'est-à-dire de santé et de bien-être, c'est-à-dire il suffit simplement de faciliter la reconnexion des cellules au champ. Voilà, c'est fondamental sur l'orientation d'une médecine évoluée. Et donc, Mère Teresa avait bien compris ça, puisqu'elle nous disait que je n'irai pas à une manifestation contre la guerre, mais si vous faites une manifestation pour la paix, invitez-moi. Elle avait bien compris que si elle manifestait contre la guerre, elle nourrissait la guerre, elle faisait grossir la guerre, et donc elle obtenait un résultat inverse de ce qu'elle voulait. Même chose pour les pathologies, et même chose pour tout le reste. Et puis le Dalai Lama nous dit la même chose, mais avec des mots différents. C'est en faisant le bien que l'on détruit le mal, et non en luttant contre. Alors, voyez l'implication que ça peut avoir sur la médecine. Je vous laisse le voir ce que peut donner une médecine évoluée. Je vous les laisse lire tranquillement. Donc, elle a abouti à une médecine spécialisée et locale. Et une médecine évoluée, eh bien, donc, elle reconnaît donc l'unité, et donc, elle reconnaît aussi que le corps est un champ quantique holographique. Et donc, une médecine évoluée, elle œuvre avec amour pour faciliter le bien-être et la santé, en reconnectant les cellules et en facilitant l'évolution. Une médecine évoluée ne sépare pas le corps en plusieurs morceaux. Une médecine évoluée cherche les interactions. Donc, par exemple, j'ai été surpris dans mes recherches, je me suis rendu compte que pour améliorer un rein, eh bien, je peux travailler sur le rein, et contrairement à ce que disent les matérialistes, quand j'agis sur le rein, eh bien, je m'aperçois que si j'améliore le rein, ben, d'un seul coup, je débloque une épaule, ou d'un seul coup, je débloque une hanche, alors que je n'ai pas touché à l'épaule et à la hanche. Voilà qui n'a rien à voir avec la conception matérialiste. Et d'autre part, je me suis rendu compte, et ça j'en parlerai un peu plus loin, que si je voulais que le rein soit parfait, je suis obligé non seulement de travailler sur le rein, mais je suis également obligé de travailler sur tout le corps pour avoir une efficacité maximum sur le rein. Et donc, évidemment, ça, la médecine matérialiste n'en a pas conscience, ou tout du moins ne souhaite pas en avoir conscience. Voilà. Et donc, si on est dans une médecine évoluée, d'amour, non duel et généraliste, ben, ça donne une médecine globale, holistique, non locale, et ça fonctionne. J'en ai les preuves tout à fait sur le plan, j'arrive plus à trouver mes mots, sur le plan clinique. Alors, comment est-ce qu'on peut se rendre compte si une méthode est efficace ou pas? Eh bien, vous vous rappelez que je vous expliquais tout à l'heure que lorsqu'on avait des hormones de stress, les tissus se raccourcissaient. Eh bien, donc quand j'étais kinésithérapeute ou ostéopathe et que j'avais un tissu trop court, qu'est-ce que je faisais?
je faisais comme on m'avait appris à l'école de kinésithérapie. Je prenais le tissu par les deux extrémités, je tirais dessus pour le rallonger, en espérant que ça augmente le volume des cellules et que ça rallonge les tissus. Évidemment, les résultats étaient nuls. Enfin, pas tout à fait nuls, mais pas loin, quasi nuls. Alors, comment est-ce que je peux évaluer si j'arrive à rallonger un tissu ou pas? Eh bien, par exemple, vous prenez un compas à 2 branches, là, et donc je colle une ficelle. Alors, je vais montrer ça un peu mieux. Voilà un compas à 2 branches, vous voyez, j'ai collé une ficelle de 3 cm. Donc, le compas peut s'ouvrir jusqu'à ce que la ficelle soit mise en tension. Une fois qu'elle est en tension, il ne peut pas aller plus loin. Et donc, si la ficelle fait 3 cm, le compas ne peut ouvrir qu'à 45 degrés. Si par contre la ficelle fait 6 cm, on voit qu'on peut ouvrir le compas jusqu'à 90 degrés. Et que là, si on a une ficelle de 8 cm, on ouvre le compas à 180 degrés. Eh bien, quand j'étais kiné, que je tirais, par exemple, le compas c'est l'épaule, je tirais sur les 2 branches du compas dans l'espoir de rallonger la ficelle, et je ne récupérais quasiment rien du tout en termes d'angle, donc rien du tout en termes de longueur. Et donc, je me disais, pour être efficace, il faudrait que je puisse passer, par exemple, de 45 degrés à 180 degrés, et là, j'aurais vraiment la preuve que je suis efficace. Eh bien, ça a été à l'origine de toute ma recherche, et effectivement, quand j'étais kiné, je ne rallongeais rien, et maintenant, avec mes découvertes, je rallonge et je me retrouve à 180 degrés. Voilà toute la différence. Alors, donc, simplement que lorsqu'on a une action matérialiste pour rallonger un tissu, c'est-à-dire qu'on prend le tissu par les 2 extrémités et qu'on tire dessus, on se rend compte qu'on n'a aucun résultat. Autrement dit, quand on agit en tant que corps sur un corps, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'agit pas sur le corps? Eh bien, je vous rappelle que vous êtes le champ de conscience plus le corps. Eh bien, quand on agit sur le corps, ça ne marche pas. Eh bien, on va agir sur le champ de conscience, c'est-à-dire sur l'âme. Et donc, ce n'est pas nouveau, puisque Platon en parle depuis quelques milliers d'années. Et donc, Platon nous dit on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Alors, évidemment, je vais donc choisir d'œuvrer sur le champ de conscience, c'est-à-dire sur l'âme, pour avoir un impact sur l'organe de matière. Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas que Platon qui nous dit ça, mais il y a aussi des grands scientifiques qui expriment la même idée. Notamment, Einstein nous dit seul le champ gouverne la particule. Le champ, c'est le champ de conscience. La particule, c'est la cellule, c'est-à-dire la matière. Et c'est parce que j'agis sur le champ de conscience que je vais avoir un impact sur la matière, donc sur la cellule. Et puis, Bruce Lipton, qui est le père de l'épigénétique, nous dit évidemment que Newton avait rejeté l'esprit, mais qu'il faut reprendre l'esprit et le remettre au-dessus du corps, parce que c'est la formation invisible qui contrôle le corps physique. Donc, mettez derrière l'esprit le champ de conscience. Donc, je passe les autres choses. Donc, on va agir sur le champ de conscience, mais avec quel outil? Eh bien, on va agir avec, non pas la chimie, mais avec l'information, c'est-à-dire le signal. Et donc, c'est l'épigénétique qui nous explique ça. Et l'épigénétique nous dit que, finalement, les choses qui agissent vraiment sur la cellule, c'est le signal, c'est-à-dire l'information. Et il nous prouve également que 95% des pathologies sont d'origine informationnelle, ce qui nous amène à dire qu'une médecine évoluée qui comprend cette réalité, eh bien, sera principalement informationnelle et non pas matérialiste. Alors évidemment, la biophotonique qui travaille également dans la même direction nous dit la même chose, à savoir la santé existe quand la communication de l'information est aisée et abondante à l'intérieur du corps. La maladie est due à un appauvrissement de ce flux d'informations. Donc on est bien d'accord que la santé, c'est quand l'information circule bien. Mais moi je dirais aussi circule bien entre le champ et la cellule. Donc on va œuvrer sur le champ de conscience avec le signal. Mais est-ce que c'est un signal chimique ou un signal électromagnétique? Eh bien, il y a de nombreuses preuves qui nous montrent que c'est le signal électromagnétique qu'il est nécessaire de choisir. Je parle des preuves de Luc Montagnier.
de Bruce Lipton et des preuves de la biochimie, de la biologie moléculaire avec le docteur Tian Ho Tsong, et des preuves de la biophotonique avec tous les chercheurs russes qui nous amènent dans cette direction. Alors que fait-on avec, il y a des machines donc qui peuvent émettre des ondes électromagnétiques et pour avoir un impact sur le corps. Et qu'est-ce qu'on a comme exemple de machine électromagnétique? Eh bien, ce fameux chinois Zhang Kangen qui va transmettre sur des ondes à ultra haute fréquence des informations génétiques issues d'un canard et il va projeter ces ondes à ultra haute fréquence sur des œufs de poule. Eh bien, le résultat, c'est que la plupart des poussins naissent avec des pattes palmées, la tête plate et le cou long, exactement comme les canards. Il s'est amusé aussi à transférer des informations de guérison et de rajeunissement à son père, qui était chauve. Ses cheveux ont repoussé d'abord blancs, puis ils sont redevenus noirs, puis il a eu des dents qui ont repoussé. Voilà ce qu'on peut faire avec des machines. Donc Budagovsky s'est amusé, lui, à soigner des cancers sur des framboisiers, et Garaïev, lui, a détruit des rats de pancréas, des pancréas de rats, pardon. Et donc, il a injecté des cellules souches et il a envoyé une image holographique d'un pancréas sain sur les rats. Et donc, le pancréas a été entièrement reconstitué et les rats se sont régénérés. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les ondes électromagnétiques qui prouvent que c'est bien la bonne solution. Moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès à cette médecine aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on en est toujours à la chimie? Alors, que fait une médecine évoluée avec des machines à ondes électromagnétiques? Même chose, je vais vous laisser lire un petit peu ce qu'on peut faire de pas forcément très positif avec des ondes électromagnétiques. Alors, je reviens à moi, et donc, dans mon choix personnel, ça c'est mes choix, je renonce aux machines. Pourquoi? Parce que d'une part, on est dépendant d'une technologie, c'est une dépendance technologique, mais également financière. Il y a des mises à jour à faire toutes les 3 minutes. Hein, et en plus, je ne contrôle pas les informations qui sont dans cette machine. Et donc, je ne sais pas qui a programmé les machines et je trouve ça imprudent de pouvoir me servir d'une machine sans savoir ce qu'il y a dedans. D'autre part, je préfère donc œuvrer avec ma conscience, c'est-à-dire je suis autonome par rapport à la technologie et sur le plan financier, et au moins je sais ce que j'envoie comme information. Alors donc, si on revient à la synthèse, dans mes buts et stratégies des outils et l'HP, je vais œuvrer en tant que conscience, sur une conscience, avec l'information, pour modifier le comportement cellulaire. Et c'est là que le mode d'emploi devient encore un peu plus intéressant. Comment je vais m'y prendre? Bien, l'outil quantique, c'est la conscience, c'est-à-dire l'effet observateur, c'est-à-dire l'amour et l'intention. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet observateur? C'est une intention. Qu'est-ce que c'est qu'une intention? Eh bien, c'est une information plus de l'énergie. Si je prends un arc, je choisis une cible. Est-ce que je veux lutter contre une pathologie, première cible possible, ou deuxième cible possible, je vais œuvrer pour reconnecter les cellules et faciliter le bien-être. Une fois que j'ai choisi la cible, ça s'appelle de l'information, je vais bander l'arc qui représente la quantité de désir d'atteindre la cible, c'est-à-dire c'est de l'énergie. Autrement dit, l'intention, c'est une information, qu'est-ce que je veux créer, et l'énergie, ça c'est la motivation pour créer ce que je souhaite créer. Et je me suis dit, ok, donc je vais me servir de l'intention, c'est-à-dire de l'information et de l'énergie, pour agir sur des cellules. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des expériences sur des cellules avec l'intention? Et j'ai trouvé effectivement le docteur Léonard Lascaux, qui non seulement est médecin, mais en plus faisait partie de l'Institut Ars-Mars, et notamment il est un des médecins qui a mis au point la cohérence cardiaque. Et donc, la cohérence cardiaque, je vous laisse le soin d'aller voir si vous ne connaissez pas. Simplement,
il insiste sur le fait que l'amour est important pour pouvoir aider les gens à faciliter leur retour au bien-être et à la santé, simplement parce que quand on est dans un état d'amour, c'est-à-dire en état de cohérence cardiaque, c'est bien, ça accroît la puissance de l'intention, c'est-à-dire que nous devenons beaucoup plus performants en termes de création de la réalité. Deuxièmement, quand nous créons un champ d'amour parce que nous sommes en cohérence cardiaque, nous établissons un champ d'amour entre les cellules que nous souhaitons traiter et nous-mêmes, et du coup, ça fait que les cellules vibrent à la même fréquence que nous, les thérapeutes, et que dans ces cas-là, on peut, avec ce phénomène de résonance qu'on appelle cohérence de phase, eh bien, on peut injecter une information et l'information parvient bien à la cellule. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que ça permet d'accroître l'efficacité de la transmission de l'information. Et en fait, la troisième chose de l'amour, c'est que les cellules ont été conçues dans l'amour et elles ont été conçues parfaites. Et quand elles sont dans un champ d'amour, ça leur rappelle la perfection dans laquelle elles étaient conçues, donc à l'origine. Donc voilà un peu qu'est-ce que c'est qu'une médecine évolue. C'est une médecine qui va se servir de l'amour. Et donc, Léonard Lascaux a fait des expériences sur des cellules in vitro pour qu'on ne puisse pas opposer l'effet placebo. Et il a notamment sur des bactéries qu'on appelle des salmonelles, vous savez, ces petites bestioles qui sont dans les fromages et qui provoquent des dysenteries. Donc, il a demandé à ces salmonelles, par la pensée, c'est une intention par la pensée, de réduire leur taux de croissance. Il a obtenu comme résultat 20% de baisse du taux de croissance. Puis, il a fait une deuxième expérience. Parce que donc cette intention, on peut l'envoyer également par la visualisation. Et bien dans cette deuxième expérience, il a envoyé la même intention de réduire le taux de croissance par la pensée et par la visualisation. Et le résultat obtenu a été 40% de taux de baisse de croissance. Alors donc ça nous ramène à ce que j'ai choisi moi pour la libération holographique du cœur péricarde. Donc être en cohérence cardiaque, créer un champ d'amour, me servir de l'intention, mais de l'intention multipliée par 4. Et donc, déjà, à cette époque, j'utilisais l'intention par la pensée, plus l'intention par le toucher, plus l'intention par le verbe, plus l'intention par la visualisation, ce qui nous amène à 80% d'efficacité. Donc, l'intérêt du toucher quantique, c'est qu'est-ce que c'est qu'un toucher quantique par rapport à un toucher matérialiste? Eh bien, quand je touche matérialiste, c'est mon corps qui touche un corps. Quand je touche à un niveau quantique, c'est ma conscience qui touche la conscience. Et quand avec ma conscience, je touche une conscience, je peux étirer le champ de conscience. Et quand j'étire le champ de conscience qui se laisse rallonger, eh bien la matière se rallonge en même temps, c'est-à-dire que le volume cellulaire augmente et que la longueur du tissu augmente. D'autre part, l'autre avantage de l'intention du toucher quantique, eh bien c'est ce que j'appelle le toucher non local. C'est-à-dire que l'espace n'existant pas, je peux soigner à distance. Et donc, ce toucher non local me permet également d'aller scanner des zones dans le corps qui sont hors d'atteinte d'une main habituellement. Par exemple, pour toucher le cerveau, eh bien, je mets la main sur le crâne. Entre ma main et le cerveau, il y a le crâne et l'os du crâne, et je ne peux pas sentir le cerveau. Donc, je ne peux pas ni le sentir, ni agir dessus. Même chose pour les artères coronaires. Entre ma main et les artères coronaires, il y a le sternum. Ça, c'est le toucher matérialiste. Alors qu'avec le toucher quantique, comme c'est mon champ qui touche le champ, je vais pouvoir scanner, y compris ce qui n'est pas à portée de main, puisqu'on est dans le non local. Voilà. Et puis, éventuellement, si je suis en train de soigner une âme, il faut savoir que cette âme, elle a habité plusieurs corps, et que cette âme, elle a habité plusieurs corps d'hommes et de femmes, ce qui fait que je peux trouver un champ morphogénétique prostate chez une femme, même si elle n'a pas de prostate physique. Et quand ce champ morphogénétique chez cette femme est complètement rétracté, eh bien, elle a un syndrome prostatique, c'est-à-dire qu'elle se lève la nuit pour aller uriner, et en plus, elle a des hanches bloquées, peut se trouver avec une prothèse de hanche. Eh bien, quand je traite le champ morphogénétique prostate de cette femme, eh bien, d'une part, elle ne se lève plus la nuit pour aller uriner, et d'autre part, ça débloque la hanche, et donc elle n'a pas de prothèse de hanche. Voilà quelques avantages du toucher quantique. Maintenant, l'intention par le verbe, eh bien, j'ai choisi la prière. Pourquoi? Parce que j'avais le choix entre formule magique, qui est autoritaire, et la prière, qui met Dieu entre moi
et la personne que je traite, et donc qui est un garde-fou. Donc j'ai choisi la prière, et donc cette prière, elle a une forme précise. Je donne la phrase que je fais, qui est le résultat de toute une recherche, pour harmoniser tous les niveaux fractales de, par exemple, du foie, de son tissu vasculaire et de ses fascias. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Et donc il y a toute une liste de prières que je fais, et rien que par le verbe, je vais faciliter l'ouverture des cellules, l'augmentation du volume et le rallongement tissulaire. Alors, ces prières, je les donne. Si elles vous intéressent, vous pouvez m'envoyer un mail. L'adresse est contact@chamodo.fr. Vous me demandez simplement le texte à lire à haute voix et je vous l'envoie. Voilà. Et donc, la dernière chose de la libération holographique du cœur péricarde, c'est qu'elle va œuvrer globalement. Pourquoi? Parce que notre corps est un champ quantique. Et donc, quand vous avez une image holographique devant vous, vous savez, ces images en 3D, si vous prenez un négatif de photo normale et que vous la déchirez en deux, vous jetez une moitié, vous gardiez l'autre. C'est bien avec la moitié qui vous reste, vous ne faites que la moitié d'image. Si vous prenez une image d'hologramme, par contre, et que vous déchirez en 10 morceaux, vous prenez un morceau sur les 10, et avec ce 1/10 du négatif, eh bien, vous pouvez faire l'image complète. Pourquoi? Parce que dans chaque point de l'image, vous avez toute l'image. Qu'est-ce que ça a comme implication pratique sur la médecine? Eh bien, la conséquence la plus connue, c'est que, contrairement à ce que dit la médecine officielle, quand j'agis sur un point du corps, je n'ai pas d'impact que sur ce point du corps, mais en fait et en réalité, j'ai un impact sur le corps tout entier. Et donc l'intention en LHCP va entraîner une réaction dans le corps tout entier. Donc, en cela, je respecte le principe numéro 3 d'indivisibilité de la physique quantique. La moins connue, c'est que si je veux qu'un point du corps soit parfait, eh bien, il est nécessaire que j'agisse sur le corps tout entier. Et donc, c'est pour ça que je ne m'intéresse pas aux symptômes en particulier, mais que le traitement n'est pas ciblé. Et ça, c'est le principe numéro 1 d'indétermination de la physique quantique qui est satisfait. Donc, j'ai une action globale, holographique, avec mes outils quantiques, sur le champ de toutes les cellules et donc de tous les tissus et tous les os, notamment en ce qui concerne les lésions ostéopathiques. La synthèse, j'agis globalement avec ma conscience, par l'intention, par les 4 canaux, avec l'amour et l'information sur le champ de conscience de toutes les cellules pour les reconnecter. Alors, évidemment, au niveau des résultats, comme je disais tout à l'heure, eh bien, au lieu de rester bloqué à 45 degrés comme à gauche, je passe de 45 degrés à 180 degrés comme à droite. Voilà les résultats sur le plan concret, mais qu'est-ce que ça donne, évidemment, au niveau du résultat encore un peu plus concret? Qu'est-ce que vous vivez comme expérience quand vous sortez d'une séance de libération holographique du cœur péricarde? Eh bien, donc, l'augmentation du volume cellulaire implique le rallongement des tissus, ce qui veut dire que, évidemment, au niveau des épaules et des hanches, on a récupéré toute la longueur qui manquait, mais que quand les tissus se rallongent, on ressent une détente corporelle, un lâcher-prise. En plus, quand les muscles respiratoires se relâchent, ça libère la respiration. Il faut savoir que je vous avais montré le bois de l'arc avec la corde de l'arc. Si on arrive à rallonger la corde de l'arc, eh bien, le bois de l'arc grandit, ce qui fait que votre taille, à la fin de la séance, vous mesurez 2,5 cm de plus. Je me rappelle une de mes patientes qui, à la fin de la séance, me dit « c'est incroyable, je me sens beaucoup plus grande que tout à l'heure » et c'était effectivement le cas, parce que quand on la passe sous la toise, elle fait 2,5 cm de plus. Évidemment, on va éviter les problèmes de prothèse de hanche et les problèmes d'épaule. Et donc, on va également constater une disparition des lésions ostéopathiques, c'est-à-dire de toutes les douleurs. Voilà. Donc, c'est toutes les pathologies d'origine anatomique qui disparaissent. Mais au niveau physiologique, si les cellules se remplissent d'eau, eh bien, elles sont reconnectées au champ. Et à ce moment-là, eh bien, le chauffeur rentre dans la voiture et repilote la voiture correctement. Et dans ces cas-là, les pathologies d'origine informationnelle disparaissent. Et je rappelle que c'est 95% des pathologies. Et donc, sur le plan énergétique, j'harmonise également les points d'acupuncture que je considère comme des antennes et non pas comme des robinets pour faire circuler l'énergie. Pourquoi c'est intéressant? Bien parce que ces points d'acupuncture qui sont des antennes entre le champ du vide quantique
et les cellules également, quand elles sont engluées, elles ne vibrent plus, donc elles ne peuvent plus ni recevoir ni émettre d'informations. Or, quand je les désenglue, eh bien, ces antennes vibrent à nouveau, elles donc peuvent à nouveau recevoir et émettre des informations. Et on constate, si on fait de l'acupuncture, que ça améliore les poux chinois, bien entendu. Et donc, évidemment, le résultat aussi, c'est que à la fin de la séance, vous faites ce qu'on appelle l'expérience de l'unité, c'est-à-dire que vous vous sentez reconnecté à votre âme, c'est-à-dire que vous ressentez l'amour, la paix et la joie. Et à ce moment-là, si vous êtes en contact et plein de l'amour que vous êtes, eh bien, vous vous retrouvez dans le silence parce que quand on parle, c'est une manière d'aller piquer l'amour à l'autre. Et quand on est en contact avec l'amour qu'on est, on n'a plus envie de parler parce qu'on n'a plus envie de se fatiguer pour aller chercher quelque chose qu'on a déjà. Et donc, la plupart des gens, à la fin de la séance, me regardent et je leur demande, mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu plus proche de moi? Effectivement, ils me disent tous oui. Pourquoi? Eh bien, je leur dis, ce n'est que la conséquence du fait que vous êtes rapprochés de votre âme. En effet, nous sommes la même âme, et si vous vous rapprochez de votre âme grâce aux soins que je viens de faire, eh bien, la conséquence, c'est que vous vous rapprochez également de mon âme. Et donc, nous nous sentons plus proches l'un de l'autre, mais c'est la même chose pour tout le monde. Et au lieu de vous sentir loin et isolé de tout le monde et de vous-même, vous allez vous sentir proche de vous-même et proche de tout le monde. Et puis, je vois ces gens qui me regardent dans les yeux et je vois dans leurs yeux une lumière un peu particulière. En fait, leurs yeux sont reconnectés à leur cœur. Je m'explique. Quand les hormones de stress arrivent, elles font fermer les cellules, mais en même temps, elles font fermer une petite porte dans les yeux, et l'âme se retrouve prisonnière en arrière de cette petite porte. Et du coup, quand on ouvre les cellules avec la méthode LHCP, eh bien, la porte s'ouvre, et que fait l'âme quand elle voit la porte de la prison qui s'ouvre? Elle sort par la porte, et elle rejoint mon âme, c'est-à-dire que je vois les gens qui me regardent dans les yeux, et qui essaient de rejoindre mon âme, de communiquer d'âme à âme. En fait, ces gens-là retrouvent une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient perdue, un membre manquant. C'est ce qu'on appelle l'expérience d'unité. Et en plus, ces gens-là vont me dire un grand merci chaleureux qui vient du cœur. Pourquoi? Parce que si on avait ouvert que le cœur, eh bien, ces personnes sentent qu'elles sont libérées, elles sentent de la gratitude, elles sentent qu'elles sont amour, elles sentent que par amour, elles ont envie d'exprimer leur gratitude. Mais si on avait ouvert que le cœur et pas la gorge, elles ne peuvent pas exprimer leur gratitude et donc elles ne peuvent pas communiquer. Or, il se trouve qu'on a ouvert également la gorge et que le merci, il sort tout seul et qu'elles me parlent avec leur cœur, elles me disent merci avec leur cœur. C'est ce que j'appelle communiquer. Évidemment, quand c'est comme ça, on se sent beaucoup moins seul et ce qui se passe, c'est que quand les gens sont en contact avec l'amour qu'ils sont, eh bien, ils sentent leur envie naturelle de contribuer à leur propre bien-être ou au bien-être de tout le monde. Ça, c'est une expérience à vivre. C'est bien des jolis mots, mais ça n'a d'impact que si vraiment vous sentez et vous vivez l'expérience que je viens de vous expliquer. Vous savez, tous les livres de sagesse sont basés sur le même principe. Les sages expliquent leur expérience. Ils l'expliquent dans un bon français qui est parfait, mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience qui correspond. Or, donc, à la fin de la séance, les gens qui vivent cette expérience, et c'est dans 100% des cas, je mets les mots conceptuels sur leur ressenti pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive. Évidemment, s'il y a plus de ressenti, on va simplement avoir, on va pouvoir sortir de l'illusion matérialiste et comprendre et sentir la vérité. Et donc, s'il y a plus de conscience, il y a effectivement plus d'amour, parce qu'il faut savoir que quand on libère la conscience, c'est le ressenti, et quand on sent bien ses besoins, on peut les combler. Si on ne sent pas ses besoins, on ne peut pas les combler. Donc l'amour n'est possible que si l'on a une conscience, si on a du ressenti. Et la dernière chose qu'ils ressentent, ils se sentent très légers. Et donc ils disent, c'est incroyable, je me sens tout léger.
Simplement, c'est la fréquence vibratoire qui monte. Et la fréquence vibratoire qui monte, c'est simplement le terrain qui s'améliore. Donc, il faut savoir que chaque être humain émet une vibration. Que dès qu'on a peur, dès qu'on est stressé, dès qu'on sécrète des hormones de stress, les vibrations baissent. Et du coup, baissent au niveau des vibrations basses que sont les pathologies et les virus. Si on est au même niveau sur le plan vibratoire qu'un virus, eh bien, l'information va passer du virus à nous et on va être malade. Or, quand les gens me disent « je suis léger », c'est simplement que les vibrations montent et que plus les vibrations montent, moins il est possible d'être malade, tout simplement, et plus on est ouvert à la spiritualité, au bien-être, à l'amour et à la joie. Voilà. Donc, je vous ai expliqué mes choix. Ça peut peut-être vous aider à faire votre choix entre le choix matérialiste et le choix quantique. Mais donc, si vous avez fait un choix déjà matérialiste, eh bien, c'est déjà un premier pas vers le grand réveil. Mais il y a un deuxième pas qui est nécessaire, c'est d'être cohérent avec vos choix, et donc notamment par vos pensées, vos paroles, vos visualisations et vos actions, parce que n'oubliez pas que vous êtes créateur. Et si vous voulez créer le nouveau monde, il est impératif que vous soyez cohérent. Alors, évidemment, Jung nous donne un fort beau conseil pour être cohérent. Il nous dit « Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste. Eh bien, commence à le faire, qui t'en empêche. Fais-le en toi et autour de toi, fais-le avec ceux qui le veulent, fais-le en petit et il grandira. » Voilà ce que nous dit Gustav Jung. Et puis, je continue, puisqu'on en est sur la logique qui suit. Une petite devinette posée par Ama. Comment savez-vous que la nuit est terminée et qu'il fait jour? Plusieurs personnes donnent des réponses erronées. Et enfin, le maître sourit et dit « Quand vous voyez en tout homme un frère et en toute femme une sœur, c'est la fin de la nuit et le début du jour. Jusque-là, même si le soleil illumine la terre en plein midi, c'est la nuit et vous êtes dans les ténèbres. » Je vous laisse lire ce que c'est que le grand réveil et comment on peut accueillir avec gratitude tout ce qui se passe en ce moment et le transformer pour être dans le grand réveil. Je vous laisse lire tranquillement. Donc, on peut en conclure que l'ombre est au service de la lumière parce qu'elle accélère la prise de conscience nécessaire au choix de l'intégrité, de la liberté, de notre souveraineté, de la vérité, de l'unité, du respect, de la vie. Bref, elle nous motive fortement pour créer le nouveau monde. Alors, gratitude, réveillons-nous, concentrons-nous sur la réalité que nous souhaitons voir advenir et créons le nouveau monde. Et puis, si on était assez nombreux pour faire tout ça, peut-être on arriverait très rapidement à la masse critique et tout basculerait dans le bon côté. Alors vous allez me dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Alors, nous sommes naturellement des êtres de contribution, seulement nous sommes éloignés de cette partie de nous qui naturellement contribue. Et donc, la LHCP que je propose, en reconnectant nos cellules, nous aide à nous reconnecter à cette partie de nous qui a envie de contribuer au bien-être de l'humanité. Alors, beaucoup de personnes très connues l'ont déjà fait. Je vous les laisse voir. Chacune de ces personnes a contribué au bien-être de l'humanité à sa manière. Et tous ces gens-là sont connus, mais il y a également des gens qui ne sont pas connus et qui le font. Et si vous voulez vous remonter le moral, je vous recommande d'aller voir ce film Demain. C'est un documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent et qui va vous montrer des quantités de gens géniaux et qui mettent leur génie au service de l'humanité. Alors pourquoi pas vous? Eh bien, impossible, dit la fierté, risqué, dit l'expérience, sans issue, dit la raison, essayons, murmure le cœur. Alors vous allez me dire, oui, mais une goutte d'eau,
ce que je vais faire n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et Mère Teresa va vous dire, mais sans cette petite goutte d'eau, il manquerait quelque chose à l'océan. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis trop petit pour changer quoi que ce soit. Et le Dalai Lama vous dit, essaye donc de dormir avec un moustique et voyez lequel des deux va empêcher l'autre de dormir. Et puis, comme le dirait notre ami Pierre Rabhi qui vient de partir, fais ta part, c'est la légende du colibri. Parce que si nous faisons notre part, eh bien le jour où nous allons partir, ce sera beaucoup plus facile. Je termine par une prière, notamment dans le mode d'emploi de la prière, il y a une chose qu'on fait comme erreur, c'est qu'on fait des prières demandes, on demande quelque chose. Quand je demande au chant que le résultat ait lieu à l'extérieur, je dis au chant que ce résultat n'existe pas encore maintenant. Alors le chant doit refléter ce que signifie le sentiment de manque. Et du coup, je me retrouve dans le manque et la prière n'est pas du tout exaucée. Et donc, la modalité perdue de la prière, c'est une prière affirmation et sentiment. Nous affirmons le résultat comme si la prière avait déjà été exaucée, comme si le résultat avait déjà eu lieu en nous. Nous ressentons en nous le sentiment comme si le résultat, guérison, paix, job, relation, avait déjà eu lieu. Alors le chant doit refléter ce que signifient ces sentiments de plénitude et de gratitude. Et donc, je vous propose que nous affirmions ensemble, je suis reconnecté avec ma nature divine, réconcilié, libre, rayonnant, je suis pardon, je contribue, nous vivons l'expérience de l'unité. Et puis, prenez un petit moment pour ressentir en vous la plénitude, la joie, la gratitude et l'amour. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de ne pas vous perdre dans la peur, dans un monde si incertain. Je vous remercie pour l'amour que vous partagez et pour vous tout ce que vous faites, pour tout ce que vous faites pour être la meilleure version de vous-même. Et je vous aime. Merci. Voilà. Jean-Pierre, c'est beau. C'est beau que tu nous dises que tu nous aimes. Voilà. J'ai été un petit peu speed là parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Voilà. C'était très intéressant. Bon. Vraiment très intéressant. Et merci aussi pour la prière de rappeler l'affirmation, parce qu'il y en a beaucoup qui disent je demande ou je commande. Oui. Et c'est beaucoup plus simple d'affirmer et de dire je suis. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Alors, on n'a pas de questions. Voilà, il y a des personnes qui nous disent que c'est super intéressant ce soir. Donc, c'est Jean-Pierre, c'est normal. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de tes prochaines actualités? C'est-à-dire, est-ce que tu fais des stages, des salons? Est-ce que tu organises des consultations autre part que en Vendée chez toi? Alors, bon, les consultations sont toute l'année en Vendée, évidemment. Elles sont également parfois à Paris et parfois donc en Suisse. Donc, pour les dates de Paris, ben, je vais vous les donner. Je serai à Paris. Je donne également des consultations à distance, puisque on est dans le non local toute l'année. Donc, à Paris, ce sera du 7 au 9 février, du 16 au 18 mai, du 4 au 6 juillet, du 1er au 3 octobre 2022. Et à Lausanne, ce sera du 24 au 26 février, du 13 au 15 juin, du 8 au 10 septembre 2022. Voilà. Pour les stages, eh bien, évidemment, j'enseigne la méthode que j'ai mise au point. Et donc, ce sont des stages, on commence par les stages d'initiation. Et une fois qu'on a fait le stage d'initiation, si on est intéressé, on peut éventuellement faire la formation complète. Alors, le prochain stage d'initiation est du 4 au 6 mars. Et donc, la formation commence la semaine d'après, tout de suite. Hein. Sinon, il y a un autre stage d'initiation du 20 au 22 mai. Et enfin, un dernier du 11 au 13 novembre 2022. Voilà à peu près pour toutes les activités. Pour l'instant, les salons, les conférences publiques, elles sont plutôt, étant donné les problèmes actuels, elles sont plutôt en veilleuse. Elles reprendront dès que ce sera possible. Voilà.
t'entends plus. Oui, j'avais le micro coupé. Espérons que ça reprenne vite. Espérons que cette vidéo va être vue et pas disparaître. Parce que c'est très intéressant. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu ou si vous pensez que ça peut donner des indications à d'autres personnes ou aider d'autres personnes. Et est-ce que tu veux nous communiquer sur un autre point avant que j'annonce la prochaine conférence? Écoute, non, pas particulièrement. Je pense que c'est important quand même pour terminer de rester positif. Hein. Nous sommes d'accord qu'il existe des problèmes, mais si nous focalisons sur les problèmes, nous allons les faire grossir. Donc, focalisons-nous sur ce que nous souhaitons vraiment. Et ce que nous souhaitons vraiment, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est la paix. Donc, essayons de vivre ça le plus possible, de créer du lien, de sentir l'amour circuler. Et voilà ce que je peux vous proposer. Donc, l'énergie, n'oubliez pas, va là où vous mettez votre attention. Donc, plus vous allez mettre votre attention sur un sujet ou quelqu'un ou autre, plus ça va s'amplifier. Donc, on garde ça à l'esprit. Je vous remercie, les amis, d'être là et de partager et de laisser des jolis commentaires. C'est adorable. Vous savez que vous avez toujours le canal WhatsApp, mon canal WhatsApp, qui est normalement spécialisé sur la détox minceur. Maintenant, on est ouvert sur la spiritualité. Donc, vous posez vos questions et je vous réponds. C'est un peu un soutien. Donc, c'est gratuit. C'est sous la vidéo. Vous avez toutes les informations pour contacter Jean-Pierre pour des soins, donc à distance ou en présentiel. N'hésitez pas à regarder aussi la chaîne YouTube de Jean-Pierre. Il y a des trucs très, très intéressants sur le site aussi. Et donc, notre prochaine conférence, c'est sur le magnétisme et comment contrôler son énergie. C'est lundi 13. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Pierre? Oui, simplement mon site, chamodo.fr. Oui, il y a toutes les infos sous Ah la oui, vidéo. d'accord. Très bien. On vous embrasse très fort, les amis. Merci beaucoup, Jean-Pierre, encore une fois. Merci. Merci à